L'odeur du chocolat chaud et des biscuits à la cannelle flottait dans notre petit appartement, une tentative modeste mais sincère de recréer la magie de Noël. Chloé, du haut de ses 6 ans, les yeux brillants comme les guirlandes bon marché que nous avions accrochées au mur, finissait de décorer un bonhomme de neige en papier. Ses petites mains appliquées dessinaient un sourire un peu tordu, mais rempli d'une joie si pure qu'elle me réchauffait le cœur malgré le froid qui s'infiltrait par la vieille fenêtre. « Regarde maman, il est content. Noël, c'est le plus beau jour, hein? Surtout chez papy et mamie, avec les cousins, et tout le monde. » Je lui avais souri, forçant une gaieté que je ne ressentais qu'à moitié. « Bien sûr, ma chérie. Ça va être spécial cette année. » Spécial, oui. Mais comment? Depuis une semaine, une tension étrange émanait des appels téléphoniques avec ma mère. Des phrases courtes, un ton évasif. Mais j'avais mis ça sur le compte du stress des préparatifs. Après tout, les Noëls en famille étaient souvent compliqués. Nous sommes arrivés devant la maison de mes parents vers 18h. Les fenêtres illuminaient la neige fraîchement tombée, des rires filtraient déjà par la porte. Mon estomac s'est noué. J'ai pris une grande inspiration, tenant fermement la petite main gantée de Chloé dans la mienne, et j'ai sonné. Mon père a ouvert. Son visage, habituellement rond et jovial, était fermé, ses yeux fuyants. Il n'a pas souri. Derrière lui, dans le couloir décoré, j'ai aperçu ma mère, mon frère et sa femme, leurs enfants, personne n'est venu nous accueillir. Un silence pesant est tombé, seulement brisé par le chant de Noël qui s'échappait du salon. « Papa ? On est là » ai-je murmuré, un frisson parcourant mon échine sans lien avec le froid extérieur. Il a finalement planté son regard dans le mien, dur, méconnaissable. « Élise. Écoute. C'est juste la famille cette année. Tu comprends ? » Les mots m'ont frappé comme une gifle. La famille ? Mais, nous étions là. Sa fille. Sa petite fille. Le sang de son sang. J'ai cherché le regard de ma mère, espérant un démenti, une explication. Elle a détourné les yeux, lissant nerveusement son tablier. Mon frère est resté en retrait, l'air gêné mais silencieux. Complice. Mais... Papa, qu'est-ce que tu racontes ? On est la famille, ma voix tremblait, se brisant sur le dernier mot. Chloé s'est serrée contre ma jambe, ne comprenant pas les mots, mais sentant la violence de la situation. C'est différent, Élise. C'est compliqué. Ce sera mieux comme ça, crois-moi. On vous appellera demain. Il a commencé à refermer la porte, doucement mais inexorablement. Aucune explication de plus. Juste cette sentence, froide et définitive. Non. Attends. Pourquoi ? J'ai posé une main sur la porte, mais il ne m'a pas regardé. C'est comme ça. Bonne soirée, Élise. Et la porte s'est fermée sur nous, nous laissant sur le seuil enneigé, le son des rires et de la musique s'étouffant derrière le bois épais. La lumière chaude à l'intérieur semblait nous narguer. Le retour a été un cauchemar silencieux. Chloé ne pleurait pas, mais ses petits doigts agrippaient ma main si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ma paume. Je l'ai installée dans un petit motel trouvé à la hâte, la seule option pour ne pas rentrer immédiatement dans notre appartement vide qui sentirait encore les biscuits de Noël. Les murs beiges, la lumière blafarde du néon, tout criait la solitude et l'échec. J'ai sorti mon téléphone, machinalement, peut-être dans l'espoir insensé d'un message d'excuse. Et c'est là que je les ai vus. Sur le profil de ma belle-sœur. Une série de photos publiées quelques minutes auparavant. Ma famille. Mon père riant aux éclats en ouvrant une bouteille de champagne. Ma mère, souriante, tendant une assiette de toast à mon neveu surexcité déballant un énorme camion de pompiers. Mes cousins, mes tantes, tous réunis, le visage rayonnant de bonheur. Pas une ombre de regret, pas une place vide qui aurait pu être la nôtre. Juste la chaleur d'une fête dont nous étions exclus. Chloé s'était approchée sans bruit, attirée par la lumière de l'écran. Ses grands yeux ont fixé les images, passant d'un visage souriant à l'autre. Puis, elle a levé son regard vers moi, un regard d'une infinie tristesse, d'une incompréhension si profonde qu'elle m'a transpercé le cœur. Sa petite voix, à peine un souffle, a brisé le silence de la chambre impersonnelle. « Maman, nous
On n'est pas de la famille? Je l'ai serré contre moi, enfouissant mon visage dans ses cheveux qui sentaient encore un peu la cannelle. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé, silencieuses et brûlantes. Je n'avais pas de réponse. Aucun mot ne pouvait expliquer cet abandon, cette cruauté. Dans le silence glacial de cette chambre de motel, sous le regard interrogateur et blessé de ma fille, je n'étais plus qu'une plaie ouverte, le cœur brisé par ceux qui auraient dû nous protéger. Le chemin serait long. Je le sentais. Mais à cet instant précis, je ne voyais que l'obscurité de cette porte fermée. Le lendemain matin, la lumière grise et impitoyable de décembre s'infiltrait à travers les rideaux élimés du motel. Chloé dormait encore, son visage détendu dans le sommeil, une petite poupée de chiffon serrée contre elle. En la regardant, la douleur sourde qui m'avait anesthésiée pendant la nuit a commencé à refluer, laissant place à autre chose. Une colère froide, lucide. Ce n'était pas juste la fatigue des préparatifs qui avait rendu mes parents si distants au téléphone. C'était prémédité. Les mots de mon père, c'est juste la famille cette année, résonnaient dans ma tête, mais maintenant, ils prenaient une signification différente. Ce n'était pas une exclusion spontanée, c'était un jugement. Un jugement sur ma vie de mère célibataire, sur mon indépendance précaire, peut-être même sur le père de Chloé, parti trop tôt et jamais vraiment accepté. Des bribes de conversations passées me sont revenues, les soupirs de ma mère quand je parlais de mes difficultés financières, les sous-entendus de mon père sur le fait qu'une femme devrait avoir un homme pour la soutenir, le silence poli mais désapprobateur de mon frère face à mes choix. Noël n'avait été que le prétexte, la goutte d'eau qui révélait le fossé qui s'était creusé entre nous depuis longtemps. Ils avaient choisi leur famille idéale, et nous n'en faisions pas partie. La réalité matérielle m'a rattrapé brutalement. Le coût de la chambre de motel grignotait mes maigres économies. Le loyer de notre petit appartement était dû dans une semaine, et mon emploi à temps partiel dans une boutique ne suffirait jamais si je devais affronter une dépense imprévue. La panique a commencé à monter, une vague glacée qui menaçait d'éteindre la braise de colère qui couvait en moi. Chloé s'est réveillée en sursaut, les yeux écarquillés. « On est où, maman ? C'est pas la maison de papy et mamie. » Sa voix était teintée d'une anxiété nouvelle. Pendant le reste de la journée, elle est restée collée à moi, silencieuse, sursautant au moindre bruit. Elle n'a pas redemandé pourquoi nous n'étions pas de la famille. Peut-être qu'elle avait compris, à sa manière d'enfant, que la réponse était trop douloureuse. C'est en la voyant ainsi, si vulnérable, si dépendante de ma propre force chancelante, que la décision a pris forme. Je nous ai vus dans le miroir bon marché au-dessus du lavabo, une jeune femme aux yeux cernés, le visage marqué par la fatigue et le chagrin, tenant par la main une petite fille dont le regard reflétait une confusion inquiète. Non. Je ne les laisserai pas nous définir par leur rejet. Je ne laisserai pas leur jugement nous briser. Une promesse silencieuse est née dans le secret de mon cœur, face à ce reflet peu flatteur mais déterminé. Pour Chloé. Pour moi. Nous allions construire notre propre forteresse, brique par brique. Nous serions notre propre famille, une famille basée sur l'amour inconditionnel, le respect et la résilience. Leur porte fermée ne serait pas la fin de notre chemin, mais le début d'un nouveau. La colère s'est muée en une détermination farouche, une énergie nouvelle qui chassait la panique. Ce jour-là, j'ai agi. J'ai d'abord sorti mon téléphone, non pas pour attendre un appel qui ne viendrait pas, mais pour agir. J'ai bloqué les numéros de mes parents, de mon frère, de ma belle-sœur. Un geste simple, mais qui ressemblait à la pose de la première pierre de notre nouvelle vie. Ensuite, j'ai appelé une vieille amie, Sarah, celle qui m'avait toujours soutenue sans jugement. Juste entendre sa voix compréhensive m'a redonné un peu de force. Puis, j'ai fait quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'ai ressorti mes vieux carnets de croquis. Avant Chloé, avant les difficultés, je dessinais. C'était ma passion, mon refuge. J'avais un certain talent, disait-on, mais la vie m'avait forcé à mettre ça de côté. En feuilletant les pages jaunies, une idée a commencé à germer. Des petits personnages que je créais pour Chloé, des cartes personnalisées. Et si cette compétence oubliée pouvait être une étincelle? Une piste à explorer, une petite lumière dans l'obscurité? Ce n'était pas grand-chose, juste une pensée fugace, une possibilité infime.
Mais c'était suffisant. Assise sur le lit inconfortable du motel, avec ma fille endormie contre moi, je n'étais plus seulement une victime de la cruauté familiale. J'étais Élise, une mère prête à tout pour protéger son enfant, une femme qui commençait à peine à rassembler les morceaux épars de sa vie pour en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de solide. Quelque chose à nous. La route serait ardue, je le savais, mais pour la première fois depuis cette porte fermée, une minuscule étincelle d'espoir brillait au milieu des cendres. Et je m'y accrocherais de toutes mes forces. Les mois qui suivirent ce Noël brisé furent un tourbillon de travail acharné, de nuits trop courtes et de petites victoires arrachées à la fatigue. Nous avions déménagé. Un petit 2 pièces un peu plus lumineux, dans un quartier différent, anonyme. Un nouveau départ symbolique. Je jonglais entre mon emploi à la boutique désormais indispensable et les heures volées à la nuit pour développer ce qui n'était au début qu'une idée timide, mes dessins. J'avais commencé modestement, en créant des cartes de vœux personnalisées pour des collègues, puis pour les amis des amis. Le bouche à oreille avait fonctionné au-delà de mes espérances. J'avais créé une petite page sur les réseaux sociaux, postant mes créations avec une appréhension mêlée d'excitation. Les premières commandes, officielles, étaient arrivées, petites gouttes d'eau dans notre océan de besoins, mais elles avaient le goût du succès personnel, de l'autonomie conquise. Chaque dessin terminé, chaque colis expédié était une brique de plus à notre forteresse. Il y eut des jours difficiles, bien sûr. Des moments où le doute me submergeait, où la solitude pesait lourd. Une commande importante abîmée pendant le transport, un client mécontent, la peur constante de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur pour Chloé. Mais ensuite, je voyais ma fille. Elle s'adaptait à sa nouvelle école avec une résilience qui forçait mon admiration. Elle ne parlait presque plus de ses grands-parents, sauf parfois, au détour d'une phrase, avec une question simple. Est-ce qu'ils sont toujours fâchés, maman? Je lui répondais honnêtement, sans colère mais sans faux semblant. Je ne sais pas, ma chérie. Mais nous, on est heureuses ici, toutes les deux. C'est ça le plus important. Notre lien s'était approfondi, tissé de rires partagés devant un dessin animé, de câlins impromptus, de rituels inventés juste pour nous. Le vendredi soir était devenu notre soirée crêpes et dessin, où Chloé barbouillait joyeusement à côté de moi pendant que je travaillais sur une commande. Elle était devenue ma première critique, mon inspiration constante, ma plus grande supportrice. Sa force tranquille me donnait le courage de continuer quand l'envie d'abandonner pointait le bout de son nez. La cicatrice de Noël était toujours là, invisible mais présente, mais nous apprenions à vivre avec, à construire par-dessus. C'est lors d'un petit marché de créateurs local, où j'avais timidement installé mon modeste stand, que j'ai rencontré Marc. Il tenait le stand d'axe en grave côté, celui d'un ébéniste qui fabriquait de magnifiques jouets en bois. Le vent s'était levé soudainement, menaçant d'emporter mes dessins les plus légers. Sans un mot, il avait bondi pour m'aider à les retenir, nos mains se frôlant dans la précipitation. « Attention, ça souffle. » Ce serait dommage que ces jolies créations s'envolent, avait-il dit avec un sourire chaleureux qui atteignait ses yeux noisettes. Il avait un regard franc, direct, et une gentillesse naturelle qui me désarma. Nous avons échangé quelques mots ce jour-là, sur nos créations respectives, sur la difficulté de se lancer. Il m'a parlé de sa passion pour le bois, de son parcours. Il m'a écouté, vraiment écouté, quand j'ai évoqué à demi-mot les défis d'être mère seule et entrepreneuse débutante. Aucune pitié dans son regard, juste un respect sincère. Chloé, venue me rejoindre après l'école, avait été immédiatement séduite par un petit chat en bois articulé sur son stand, et Marc le lui avait offert avec une simplicité désarmante. Nos rencontres devinrent plus fréquentes, souvent fortuites au début au parc où Chloé jouait, à la boulangerie du quartier. Puis, délibérées. Un café après l'école, une aide pour transporter mon matériel, des discussions qui s'étiraient, passant de nos projets professionnels à des choses plus personnelles. Marc était patient, attentif. Il ne posait pas de questions invasives sur mon passé, mais il était là pour écouter quand j'avais besoin de parler. Il admirait ma détermination, respectait mes silences. Lentement, très lentement, une confiance s'est installée, une bulle de normalité et de douceur dans mon quotidien trépidant. Il devenait une présence rassurante, pour moi comme pour Chloé, qu'il adorait. Un après-midi, alors que je dessinais, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité,
puis décroché. C'était une tante éloignée, la sœur de ma mère. Sa voix était mielleuse, pleine de reproches voilés. « Élise, ma chérie. Ta mère est si triste. Elle ne comprend pas ton silence. Noël, c'était une erreur, une mauvaise journée. Tu sais comment est ton père. Tu devrais appeler, faire un effort. C'est la famille, après tout. » Mon cœur s'est serré, mais la colère froide de décembre avait laissé place à une résolution calme. « Merci de t'inquiéter, tante Hélène, » ai-je répondu d'une voix posée, étonnée moi-même de mon assurance. Mais Chloé et moi avons besoin de temps et d'espace. Nous construisons notre vie ici. Je ne suis pas prête à reparler de ce qui s'est passé. J'apprécie ton appel, mais ma décision est prise pour le moment. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse insister, le cœur battant, mais avec un sentiment nouveau de fierté. J'avais tenu bon. J'avais protégé notre nouvelle forteresse. En regardant par la fenêtre le soleil qui déclinait, éclairant les dessins épinglés sur mon mur, j'ai su que j'étais sur le bon chemin. Les ruines du passé étaient toujours là, quelque part sous mes pieds, mais dessus, quelque chose de nouveau, de fragile mais de résolument vivant, était en train de pousser. Et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne ressemblait plus à une menace, mais à une promesse. 1 an. Une année entière s'était écoulée depuis cette porte fermée. Une année de lutte, de doute, mais aussi de croissance inattendue. Notre petit 2 pièces n'était plus seulement un refuge, c'était devenu un foyer. Les murs étaient décorés des dessins de Chloé et des miens, ce qui marquait les étapes de ma petite entreprise naissante. Les créations d'Élise avaient dépassé mes rêves les plus fous. Grâce à une commande importante d'une boutique de décoration locale et à une présence en ligne de plus en plus solide, j'avais enfin pu quitter mon emploi alimentaire. Je me consacrais désormais entièrement à ma passion, travaillant de chez moi, savourant la flexibilité qui me permettait d'être là pour Chloé après l'école. Elle s'épanouissait. Ses angoisses s'étaient dissipées, remplacées par l'insouciance retrouvée de l'enfance. Elle avait de nouvelles amies, excellait à l'école, et considérait Marc comme une évidence dans nos vies. Il était devenu notre pilier, notre complice des « vendredis crêpes », notre partenaire pour les sorties du week-end. Sa présence calme et bienveillante avait rempli un vide que je n'avais même pas osé identifier. Nous formions un trio solide, une famille choisie, bâtie sur des fondations de respect, de tendresse et de rire partagé. L'idée d'un avenir commun commençait à faire son chemin dans nos conversations, non pas comme une nécessité, mais comme une douce évidence, une envie partagée de construire quelque chose de durable, ensemble. Cette stabilité nouvelle rendait le passé encore plus distant, presque irréel. Je ne pensais plus à mes parents, à mon frère, à ce Noël maudit, qu'avec une sorte de détachement prudent. La blessure était cicatrisée, même si je savais qu'une pression au mauvais endroit pouvait encore la raviver. Pourtant, parfois, des échos me parvenaient, faibles mais persistants. Des fantômes du passé qui refusaient de disparaître complètement. Un jour, en discutant avec Sarah, mon amie fidèle, elle mentionna, l'air un peu gêné, avoir croisé une cousine éloignée au supermarché. Elle m'a demandé de tes nouvelles. Elle avait l'air préoccupée. Elle a parlé de soucis chez tes parents, sans vouloir en dire plus. Un frisson désagréable me parcourut. Des soucis? Quelle sorte de soucis? Je chassai cette pensée, refusant de laisser l'inquiétude s'installer. Quelques semaines plus tard, en consultant distraitement un réseau social, un vieux compte que je n'utilisais presque plus mais que j'avais oublié de fermer, je tombai sur une publication sibylline d'une ancienne voisine de mes parents. Une phrase sur la fragilité de la santé et l'importance de profiter des siens, accompagnée d'une photo floue où je crus reconnaître la silhouette de mon père, visiblement amaigri. Mon cœur rata un battement. Maladie? Problème financier dont parlait la cousine? Les deux. Je refermai aussitôt l'application, une nausée montant en moi. C'était un mélange étrange d'émotions. Une part de moi, sombre et honteuse, ressentait une pointe de justification. Ils m'avaient rejeté, et maintenant, le sort se retournait contre eux. Mais cette pensée fut aussitôt balayée par un sentiment plus complexe, une sorte de culpabilité diffuse, l'ombre d'une ancienne loyauté familiale difficile à éradiquer, et surtout, une profonde lassitude. Je ne voulais pas savoir. Je ne voulais plus être mêlée à leur drame. J'en ai parlé à Marc un soir,
alors que Chloé dormait. Il m'a écouté sans m'interrompre, sa main chaude posée sur la mienne. « Tu n'as pas apporté ça, Élise, » m'a-t-il dit doucement. « Ce n'est pas à toi de réparer ce qu'ils ont cassé. Tu as le droit de protéger ta paix, votre paix. Ce que tu ressens est légitime, quelle que soit l'émotion. Ne laisse pas la culpabilité te voler ce que tu as si durement construit. » Ces mots étaient un baume. Il avait raison. Ma priorité, c'était Chloé, c'était nous, notre présent lumineux. Le passé devait rester à sa place. Pourtant, malgré ma résolution, ces échos fantomatiques créaient une fissure dans ma tranquillité. Une tension sous-jacente, une attente inconsciente. Comme si je savais, au fond de moi, que la porte du passé n'était pas complètement verrouillée. Que tôt ou tard, quelqu'un viendrait frapper. Et cette pensée, tapie dans l'ombre de notre bonheur naissant, jetait un voile ténu mais persistant sur l'avenir que nous commencions à peine à dessiner. La question n'était plus s'il reviendrait, mais quand. Et surtout, qu'est-ce que cela signifierait pour nous? C'était un mardi soir ordinaire. L'odeur du gratin dauphinois flottait dans l'appartement. Chloé terminait ses devoirs sur la table de la cuisine pendant que je répondais à quelques emails professionnels. Marc était en route, il ne tarderait pas. Une soirée typique de notre nouvelle vie paisible. Puis, on a frappé à la porte. Pas la sonnette, non. 3 coups secs, hésitants, mais insistants. Chloé a levé la tête, surprise. Personne ne venait jamais à l'improviste. Un pressentiment froid m'a envahi, celui que j'avais tenté d'ignorer pendant des mois. J'ai jeté un œil par le Judas. Mon souffle s'est coupé. Mes parents. J'ai ouvert lentement. Ils se tenaient sur le paillasson, sous la lumière crue du couloir. L'année écoulée les avait marqués d'une manière que les rumeurs n'avaient fait qu'effleurer. Mon père, autrefois si droit, si sûr de lui, était voûté, le teint cireux, les traits tirés par une fatigue qui semblait plus profonde que le simple manque de sommeil. Il avait perdu beaucoup de poids. Ma mère se tenait à côté de lui, les yeux rougis, les cheveux en désordre, son visage habituellement si soigné marqué par des rides d'angoisse. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ils n'étaient pas accompagnés. Juste 2, fragiles et désemparés sur le seuil de la vie que j'avais reconstruite sans eux. « Élise » a commencé ma mère d'une voix rauque, brisée par l'émotion. « Il faut qu'on te parle. C'est important. » Je me suis écartée sans un mot, les laissant entrer dans le petit vestibule. Chloé, curieuse, s'était approchée. En voyant ses grands-parents, elle s'est figée, puis a instinctivement reculé pour venir se blottir contre ma jambe. Son geste, plus éloquent que n'importe quel discours, a renforcé ma résolution. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. C'est ma mère qui a parlé, mon père restant silencieux, le regard fixé sur ses chaussures usées. Les mots sont sortis en un flot désordonné, mêlé de larmes contenues. « C'est ton père, Élise. Il est malade. Très malade. Ses reins, ils ne fonctionnent presque plus. Les médecins parlent de dialyse, mais ce qu'il lui faudrait, c'est une greffe. » Elle a marqué une pause, cherchant mon regard. « On a tous fait les tests. Moi, ton frère, personne n'est compatible. Mais toi, Élise, les médecins disent que tu as de grandes chances de l'être. Tu es notre seul espoir. » Le choc. Brutal, total. Une greffe. Mon père était en danger de mort, et j'étais peut-être la seule à pouvoir le sauver. L'univers semblait basculer. Tous les scénarios que j'avais pu imaginer s'effondraient devant cette réalité crue, terrible. Ma mère a dû voir le trouble sur mon visage. Elle s'est approchée, a tenté de prendre ma main, mais je l'ai retirée. « Je sais qu'il y a eu des choses entre nous », a-t-elle murmuré. Ce Noël, c'était une erreur stupide, ton père était sous pression, il ne pensait pas ce qu'il disait. Mais ça n'a plus d'importance maintenant, n'est-ce pas? C'est de sa vie qu'il s'agit. C'est ton père. Tu ne peux pas le laisser tomber. Nous sommes une famille, malgré tout. Une famille. Le mot a résonné douloureusement dans le silence. J'ai regardé mon père, qui avait enfin levé les yeux. Il y avait de la peur dans son regard, mais aussi cette même incapacité à admettre ses torts,
cette même fierté mal placée. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le petit corps de Chloé trembler légèrement contre moi. Ma voix était calme, presque glaciale, quand j'ai répondu. Une famille? C'est drôle que tu utilises ce mot, maman. Parce que je me souviens très bien de Noël dernier. Je me souviens de papa me disant, sur ce même ton que tu utilises pour parler d'une erreur stupide, que Chloé et moi n'étions pas les bienvenus. Que ce n'était que la famille, cette année-là. Je me suis tournée vers mon père. Tu te souviens, papa? Tu te souviens de la question que ta petite fille m'a posée ce soir-là, dans une chambre de motel miteuse, après avoir vu les photos de votre fête parfaite? Elle m'a demandé pourquoi nous, on n'était pas de la famille. Qu'est-ce que j'étais censé lui répondre, dis-moi? Le silence retomba, lourd, électrique. Ma mère ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit. Mon père baissa de nouveau les yeux, une rougeur montant à ses joues blêmes. Était-ce la honte? Le regret? Ou simplement l'inconfort de voir ses actes passés lui revenir en pleine figure au moment où il était le plus vulnérable? Ils étaient là, dans mon entrée, réclamant la chose la plus intime, un morceau de moi pour sauver une vie, au nom d'un lien familial qu'ils avaient eux-mêmes choisi de briser de la manière la plus cruelle qui soit. Leur désespoir était palpable, leur demande déchirante. Mais la blessure qu'ils m'avaient infligée, à moi et surtout à ma fille, était tout aussi réelle, tout aussi profonde. La question flottait entre nous, suspendue dans l'air chargé d'émotions contradictoires. Pouvais-je, devais-je, passer outre l'abandon pour sauver celui qui m'avait rejeté? Leur demande d'aide désespérée était sur la table. Ma réponse, elle, restait à écrire. Le silence dans l'entrée était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Mes mots flottaient encore dans l'air, chargés du poids de l'année écoulée, de la douleur infligée et de la force acquise. Ma mère me fixait, les yeux écarquillés, comme si elle ne reconnaissait pas la femme qui se tenait devant elle. Mon père, lui, semblait s'être encore tassé sur lui-même. C'est à cet instant que la clé a tourné dans la serrure. Marc est entré, son sourire s'effaçant aussitôt en voyant la scène. Il n'a pas eu besoin d'explication. Son regard a croisé le mien, puis il est venu se placer silencieusement à mes côtés, sa simple présence étant un rempart. « Élise, je t'en supplie. » Reprit ma mère, la voix brisée. « C'est de la vie de ton père qu'il s'agit. Comment peux-tu, après tout ce temps? » « C'est justement à cause de tout ce temps, maman, ai-je répondu, et ma voix, cette fois, ne tremblait plus. Elle était calme, posée, ancrée dans une certitude nouvelle. C'est trop tard. J'ai vu la panique dans ses yeux, l'incompréhension. Mais, tu es compatible, les médecins ont dit. Ce n'est pas de ça que je parle, l'ai-je interrompu doucement. Oui, la situation de papa est terrible, et aucune part de moi ne se réjouit de sa souffrance. Mais il est trop tard pour faire comme si rien ne s'était passé. Trop tard pour prétendre que nous sommes encore la famille que vous avez décrétée inexistante ce soir de Noël. J'ai repris mon souffle, choisissant mes mots avec soin. Vous comprenez, cette porte que vous avez fermée ce soir-là, elle ne s'est pas juste refermée sur Chloé et moi. Elle s'est refermée sur une relation. Sur une confiance. Vous avez brisé quelque chose d'essentiel. On ne recolle pas ça avec des excuses tardives ou en invoquant un devoir familial que vous avez piétiné. Il est trop tard, ai-je répété, parce que pendant que vous viviez votre vie, j'ai dû reconstruire la mienne sur les ruines que vous aviez laissées. J'ai appris à être forte, non pas pour vous défier, mais pour survivre. Pour ma fille. J'ai bâti notre propre foyer, notre propre sécurité, notre propre bonheur, ici. Avec Chloé. Avec Marc. Mon regard a croisé celui de Marc, qui m'a offert un imperceptible hochement de tête de soutien. Ma loyauté, mon énergie, ma vie, elles sont ici maintenant. Elles appartiennent à cette famille que nous avons choisie, celle qui ne nous a jamais demandé de choisir, celle qui nous aime pour ce que nous sommes. Je me suis tournée vers mon père. Je ne peux pas effacer ce que tu as dit, papa. Je ne peux pas effacer la douleur dans les yeux de ma fille. Et je ne mettrai pas en péril ma santé, mon avenir et la stabilité que j'ai si durement gagnée pour réparer quelque chose que je n'ai pas cassé. Un long silence a suivi. Puis, Chloé, qui était restée silencieuse tout ce temps, a tiré doucement sur ma main.
Maman, a-t-elle murmuré, assez fort pour être entendue, on reste ici, nous? Avec Marc? Sa question innocente était la plus puissante des réponses. Oui, ma chérie, ai-je répondu en lui caressant les cheveux. On reste ici. J'ai de nouveau regardé mes parents. Je ne suis pas un monstre. Je veux bien faire ce test de compatibilité, si cela peut vous aider à avancer dans vos recherches. Mais comprenez bien, c'est tout. Si, par hasard, je suis compatible, la décision de faire un don ou non m'appartiendra entièrement. Ce sera ma décision, basée sur ma santé, sur ma vie ici, et non sur une quelconque obligation morale que vous n'avez pas respectée envers moi. Je peux vous donner les coordonnées d'associations de patients, si vous voulez. Mais c'est tout ce que je peux faire. Vous devez trouver vos propres solutions. Ma mère a secoué la tête, incrédule. Mon père a marmonné quelque chose comme « Après tout ce qu'on a fait pour toi ». Mais la phrase est morte sur ses lèvres. Il n'y avait plus de colère en moi, juste une immense lassitude et la certitude d'être à ma place. Ils sont partis comme ils étaient venus, silencieusement, emportant avec eux leur désespoir et les conséquences de leurs actes passés. J'ai fermé la porte, doucement mais fermement. Pas de claquement rageur, juste le clic définitif du verrou. Je me suis appuyé contre le bois frais, fermant les yeux une seconde. Une larme a roulé sur ma joue, une larme de deuil pour la famille que j'aurais aimé avoir, mais aussi une larme de soulagement. J'étais libre. Quelques mois plus tard. L'hiver avait laissé place à un printemps timide, puis à la chaleur de l'été. Notre appartement était baigné de lumière. Sur la grande table du salon, des dizaines de dessins étaient étalés, une nouvelle collection pour une boutique à Lyon. Chloé, désormais âgée de 7 ans et demi, riait aux éclats en jouant avec Marc à construire une tour en capla qui défiait les lois de la gravité. J'avais fait le test. Je n'étais pas compatible. Une nouvelle qui m'avait apporté un soulagement complexe, me libérant d'une décision que je redoutais. J'avais appris, via Sarah, que mon père avait finalement trouvé un autre donneur compatible, un cousin éloigné, et qu'il était en convalescence. Je n'avais eu aucune nouvelle directe. Et c'était bien ainsi. Ce soir-là, assise sur le canapé, un carnet de croquis sur les genoux, je ne dessinais pas pour une commande, mais pour moi. Pour le plaisir. En observant Chloé et Marc, leur complicité évidente, la joie simple qui émanait d'eux, un sentiment de paix profonde m'a envahi. Nous avions traversé la tempête. Les cendres de ce Noël brisé avaient été balayées par le vent. À leur place, une nouvelle vie avait fleuri, fragile au début, mais désormais solide, lumineuse. Notre vie. Notre famille. Celle que nous avions choisie, celle que nous avions bâtie, main dans la main. La lumière dorée du soleil couchant inondait la pièce, et pour la première fois depuis si longtemps, mon cœur était léger, tourné vers un avenir qui nous appartenait entièrement. La porte du passé était fermée, et devant nous, celle de l'avenir était grande ouverte. Et elle était pleine de promesses. En suivant le parcours d'Élise, peut-être avez-vous ressenti des échos dans votre propre histoire? Ces moments où les attentes envers la famille, ce cocon supposé d'amour et de sécurité se heurtent à une réalité bien plus complexe, parfois même douloureuse. C'est une expérience humaine, et il est important de reconnaître la validité de ce que vous ressentez face à cela. Cette histoire nous invite à réfléchir ensemble. Qu'est-ce que la famille signifie vraiment pour vous, au-delà des définitions conventionnelles? Est-ce une question de sang, ou est-ce plutôt une question de respect, de confiance, de soutien mutuel, de présence réelle dans les joies comme dans les peines? Parfois, la plus grande preuve d'amour envers soi-même est de reconnaître quand un lien, même biologique, devient toxique ou destructeur. Avez-vous déjà eu l'impression de devoir sacrifier votre bien-être pour maintenir une paix familiale illusoire? Élise nous montre, non sans douleur, qu'il est possible et souvent nécessaire de tracer des limites claires. Rappelez-vous que protéger votre espace émotionnel, dire non à ce qui vous diminue ou vous blesse, n'est pas un acte d'agression, mais un acte d'affirmation de votre propre valeur. Vous avez ce droit fondamental. Et si vous vous sentez isolé ou défini par des relations passées difficiles, regardez autour de vous. L'histoire d'Élise est aussi une célébration de la famille de cœur, celle que l'on choisit activement. Ces amitiés profondes, ces amours sincères, ces liens tissés par l'affinité et le respect mutuel peuvent devenir des ancrages incroyablement puissants et guérisseurs.
Vous avez la capacité de cultiver ces liens, de bâtir votre propre tribu où vous vous sentez vu, accepté et soutenu inconditionnellement. Peut-être que tourner la page ne signifie pas oublier, mais plutôt choisir de ne plus laisser les blessures du passé dicter votre présent ou votre avenir. C'est un processus, souvent long, qui demande de la patience et beaucoup d'autocompassion. Permettez-vous de ressentir, de guérir à votre rythme, et surtout, de croire en votre capacité à créer une vie alignée avec vos valeurs profondes, une vie où la paix intérieure et la joie authentique ont toute leur place. Vous méritez de construire votre propre lumière.